Bonjour à toutes et à tous. Bien, nous allons pouvoir démarrer cette séquence, donc cet atelier techno donc organisé par le pôle comme produit précédemment. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui donc tient à mettre en perspective les enjeux et les solutions, voire les expériences et retours d'expérience de l'ingénierie des systèmes par les modèles, avec quelques membres qui ont gentiment accepté de participer et de préparer cette séquence pour vous. Donc, c'est une séquence donc, que je remercie d'ailleurs beaucoup pour le temps qu'ils ont accordé à cette préparation. Et également, merci à Jennifer Deo du pôle Aerospace Valley Service Com qui nous a accompagnés dans cette préparation. Donc, un peu moins de 2 heures pour aborder un sujet complexe, un sujet vraiment ambitieux où beaucoup de sociétés essaient de se mettre en ordre pour attaquer cette capacité à pouvoir maîtriser la complexité. Donc, c'est aussi dans un contexte de transition numérique qu'on introduit aussi cette solution ou ces solutions. On verra qu'il y a plusieurs manières de les aborder et on voit comment dire, les grands enjeux associés à l'introduction notamment de l'IA, par exemple, et aussi donc la maîtrise de cette complexité par les nouvelles architectures qui tendent à émerger avec l'edge computing, la connectivité, les architectures de réseau. Donc tout ça doit nous conduire à permettre de mettre en place des solutions et partager en fait les bonnes expériences et vous accompagner dans votre développement et la montée en maturité sur le sujet. Donc rapidement, donc un agenda organisé autour de quelques rappels de fondamentaux, donc par donc CS Group qui va nous présenter cette synthèse qu'il a pu faire. Les retours d'expérience, quelques retours d'expérience de Thales et de Spherea. Et également, donc ensuite, 3 sujets qu'on a sélectionnés pour vous autour de l'agilité, de la simulation et de l'IA embarqué. Donc avec les participations donc, de CS Group, de Thales AVS, Spherea, Mathworks et IRT Saint-Exupéry. Donc, ce qu'on vous propose également, c'est de bien comment dire, poser vos questions. On est là sur un atelier, donc il se veut être interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas à réagir. Pour ça, vous avez un fil de discussion donc, pour poser vos questions. On les prendra soit au fil de l'eau, si le temps nous le permet. Sinon, on se réservera une séquence à la fin de la session pour aborder tout ça ensemble et de manière très collaborative. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et on est là pour vous apporter au moins un début de réponse et également donc identifier, voir les sujets qui pourraient être développés dans de prochaines sessions. Donc, rapidement, les intervenants, vous les avez donc ici à l'écran. Donc, merci à Thomas Rigaud, architecte système de CS Group, qui nous fera donc cette introduction et la présentation des modèles et de l'agilité, ainsi que Stéphane Bonnet de Design Authority System de Thales AVS. Donc, Stéphane qui présentera quelques retours d'expérience. Benjamin Bossa, responsable modèle base d'approche de Spherea, donc avec une approche un peu différente, hein, donc surtout sur la partie testabilité et soutien. Pierre Novodzvensky, donc de Mathworks, donc qui est application engineering manager, qui nous présentera aussi les solutions donc de la simulation, comment la simulation et l'approche par les modèles peuvent cohabiter et s'enrichir l'un l'autre. Et également Julien Baclet pour finir, donc responsable d'ingénierie système de l'IRT Saint-Exupéry, qui nous fera une introduction de l'IA et de comment au niveau européen, notamment avec l'ESA, tous ces sujets sont pris en compte. Donc vraiment des enjeux importants pour notre filière, donc du pôle, donc que ce soit donc effectivement aéro, espace et drone. Donc après cette rapide présentation des intervenants, je vous propose de passer la main donc à Thomas Rigaud pour une présentation des fondamentaux de l'ingénierie par les modèles. Donc Thomas, on te laisse la main. Parfait. Donc bonjour à tous, donc Thomas Rigaud, architecte système chez CS Group. Donc voilà, le but c'est simplement de vous donner quelques repères sur l'ingénierie système basée sur les modèles ou model based system engineering.
Donc, en toute logique, hein, on va parler d'ingénierie système, puis de modèle. Suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter, hein? Donc, une introduction sur l'ingénierie système et ensuite comment on la transfère dans les modèles. Et aussi de présenter le MBSE, pas uniquement à travers finalement qu'est-ce qu'on produit avec le MBSE comme livrable, mais qu'est-ce qu'on produit comme valeur avec le MBSE. Donc, on peut produire de la valeur dans le MBSE à travers la production des livrables, à travers le concept de single source of truth, à travers le fait que c'est un enabler de l'ingénierie collaborative, et aussi que le MBSE produit de la valeur en soutenant les processus d'architecture système. Et ensuite, on va développer 4 challenges. Donc, construire une proposition de valeur, choisir les bons processus, méthodes, outils, frameworks, etc., langage, déployer le SMMBSE dans les organisations et les limites intrinsèques du MBSE, hein, comme toute méthode, elle a son domaine d'applicabilité. Donc, voilà, si on part, on essaie de donner une définition un peu générale de l'ingénierie système. Hein. Pour dire les choses simplement, hein, comment ça se manifeste dans un projet, l'ingénierie système, ça va se manifester comme une couche de management technique de votre projet. Et l'équipe ingénierie système que vous allez mettre en place dans votre projet, il va avoir la responsabilité de définir un système, donc le définir, le concevoir et puis ensuite le produire. Un système qui est cohérent avec la target de coût, de délai, de qualité, de risque qui a été fixé par le project management. Donc voilà, l'équipe ingénierie système se met au service de l'équipe de conduite du projet pour atteindre les objectifs du projet à travers le pilotage technique. Donc ensuite, cette équipe, je voulais encore parler un peu. Oui, ensuite, cette équipe d'ingénierie système va piloter en fait l'activité technique du projet parce que l'équipe d'ingénierie système ne réalise pas toute l'activité technique du projet. Elle va soutenir les disciplines d'ingénierie, leur faut définir leur work package et compiler leurs contributions techniques. Et elle va aussi un rôle clé dans l'arbitrage entre les différentes disciplines. Les différentes disciplines veulent faire des choix contradictoires et c'est à l'équipe d'ingénierie système d'arbitrer tout ça. Et donc, on arrive à ce schéma hein, où, à partir d'une expression de besoin plus ou moins développée, l'équipe d'ingénierie système va l'analyser et ensuite, à travers le fameux cycle en V, hein, va aboutir à un système qui est livré à un client et qui correspond aux besoins de l'ensemble des parties prenantes sur tout le cycle de vie. Donc, si on regarde sur la planche suivante, donc quand on parle des besoins des parties prenantes, hein, c'est finalement, au départ, on va avoir un client qui va nous donner le début d'un concept opérationnel et quelques performances clés qui les intéressent. Mais en tant qu'ingénieur système, on va devoir s'occuper aussi de safety, de sécurité, de résilience, de productivité, de manufacturabilité, de reliability, maintainability, availability. Finalement, ce qu'on appelle les EVTs, toutes les caractéristiques non fonctionnelles du produit qui sont tout à fait nécessaires à la réussite du système. Et bien sûr, les objectifs de sustainability, hein, que la prise en compte des nouveaux standards environnementaux, des objectifs net zéro carbone pour notre filière. Et donc, à travers un des principaux processus de l'ingénierie système, hein, le Stakeholder Needs and Requirement Analysis Process, on va analyser toutes ces sources, tous ces types de besoins et construire un ensemble de requirements des parties prenantes qui prennent en compte toutes les expectations des stakeholders de telle façon que le produit final, le système final, réponde à un large besoin sur tout le cycle de vie. Donc, sur la planche suivante, on va commencer à parler un peu de la valeur apportée par le MBSE. Donc en fait, voilà, on a cette démarche system engineering et ensuite on peut ouvrir un standard, hein, type par exemple ISO 15288 ou des CSS. Hein, et ces standards, ils vont nous définir toute une liste à l'après-vert hein, de livrables ingénierie système qui doivent être construits dans le cadre du projet. Donc le MBSE peut participer à construire du coup une partie de ces livrables. Donc en particulier des analyses de use case pour l'analyse opérationnelle du système, des schémas d'interface, donc desquels on va tirer les dossiers d'interface du projet. Donc sur la planche suivante, d'autres exemples.
Et donc, par exemple, la production des exigences. Donc, les exigences peuvent être aussi intégrées dans les modèles et pas ou traitées à part dans des outils d'ingénierie d'exigence. L'intérêt de les intégrer dans les modèles MBSE, c'est qu'on peut faire de la traçabilité un peu avancée. On peut rapporter des exigences parties prenantes à des activités opérationnelles, des scénarios opérationnels, des use cases. On peut faire de la traçabilité entre les exigences système, les fonctions, les différents systèmes, les sous-composants, etc. Donc, sur la planche suivante, on a un autre cas. Hein. On a l'idée que le MBSE pourrait devenir une single source of truth, donc une source de vérité commune pour l'ensemble des disciplines d'ingénierie qui sont impliquées dans le développement du système. Donc, cette idée qui est pas encore pleinement implémentée hein, dans l'état de l'art et la pratique, hein, c'est que le MBSE, finalement, va définir une structure, un système, sa décomposition. Et si on arrive à faire en sorte que les différents domaines qui gravitent autour de la conception de ce système utilisent une définition commune du système, on fera moins d'erreurs, on créera moins d'incohérences entre les différentes disciplines au fil du temps. Et on sera plus à même de comparer finalement les résultats, les performances affichées par les différentes disciplines sur une base commune. Par exemple, c'est pour ça que j'ai mis un diagramme paramétrique au milieu. On montre que les différents paramètres qui viennent des différentes disciplines ont vocation à être consolidés ensemble pour pouvoir être affichés, par exemple, dans un tableau de bord décisionnel. Et la difficulté de ça, évidemment, hein, c'est qu'il y a une très grande variété de modèles différents qui sont utilisés dans une équipe. Entre un modèle de mécanique, un modèle structural, un modèle de Simulink, par exemple pour l'électronique embarquée, ou des modèles de mécanique des fluides, voilà, il faut arriver à trouver la pierre de Rosette entre tout ça. Sur la planche suivante, quelque chose c'est finalement la première chose généralement qui est mise en avant hein, dans les stratégies de conduite du changement MBSE. Le MBSE va permettre de faire une ingénierie système collaborative. Donc en fait, en utilisant un ensemble de notations graphiques, de méthodes formelles, on va arriver à communiquer plus rapidement et aussi à capitaliser plus rapidement ce qui va sortir dans des ateliers de travail. Donc le schéma un peu global, hein, c'est qu'on va avoir tout un tas de données en entrée pour l'équipe d'ingénierie système, de la connaissance technique, les statements of work, les cahiers des charges, les besoins clients exprimés de manière plus ou moins formelle. Ça peut être des architectures déjà existantes, des spécifications qui sont déjà à un certain niveau de maturité. Généralement, dans cette donnée d'entrée, on n'a pas de vocabulaire commun, il n'y a pas une analyse systématique de la cohérence de tout ça, ni de la complétude par rapport au problème. Il peut rester des ambiguïtés. Eh bien, à ce que cela ne tienne, organisons des ateliers collaboratifs où on va confronter toutes ces données, tous les points de vue différents, des stakeholders, des gens qui ont des éléments de solution à apporter, des experts des différents domaines, autour d'un facilitateur et d'un modeleur. Et on va intégrer cette information dans un modèle MBSE. On va commencer à faire tout un travail sur le lexique du projet. Finalement, tel terme a telle définition. Et dans la suite du projet, quand on utilisera ce terme, il y aura ce sens précis qui est enregistré dans la single source of truth MBSE. Et donc, à travers ce travail, on va arriver peu à peu à construire de manière structurée les livrables de l'ingénierie système du MBSE, des descriptions d'architecture, pour aller jusqu'à un niveau de detail design selon le niveau de l'atelier, des use cases, des requirements écrits de manière formelle, des test cases, etc. Et le fait que ce soit structuré dans des livrables MBSE va pouvoir utiliser les capacités des outils MBSE pour faire de l'analyse de cohérence, de complétude. Sur la planche suivante, donc un dernier exemple, hein, c'est le MBSE, mais on va revenir dessus dans les suites des présentations. Le MBSE qui contribue au processus d'architecture système. Pour vous donner la base, hein, le processus d'architecture système, on a 3 core processes qui sont donnés dans l'ISO 42020 correspondante. La conceptualisation du problème et de la solution, l'évaluation des solutions candidates et l'élaboration, c'est-à-dire construire finalement le modèle MBSE qui va permettre de décrire le plus précisément possible la solution. Et donc, du coup, le MBSE rentre dans ce process d'architecture système et notamment si on arrive à décrire des architectures candidates de manière suffisamment précise
à les corréler à des jeux de paramètres bien définis, en fait, on peut ensuite injecter cette donnée, par exemple dans des modèles MDAO, donc d'optimisation multidisciplinaire, dans lesquels on va intégrer tous nos paramètres du problème, les solutions candidates, et essayer de trouver finalement quelles sont les meilleures solutions, quelle est la meilleure solution à pousser par la suite. Donc, si on attaque sur la planche suivante, voilà. Donc, j'ai parlé de 4 challenges. Hein. Par rapport au timing, on va développer le plus essentiel, le premier. Voilà. Si vous voulez que le MBSE réussisse dans votre organisation, il faut avoir une idée très claire de la proposition de valeur que vous portez et quels sont les cas d'utilisation que vous allez mettre en place dans votre organisation. Parce que finalement, le MBSE, voilà, je vous ai montré, ça peut faire des choses assez différentes, être utilisé dans des perspectives assez différentes, au profit de parties prenantes assez différentes. Un ingénieur système, il va plutôt regarder comment le MBSE me permet de produire mes livrables. Est-ce qu'il va me permettre de produire mes livrables plus rapidement ou avec une meilleure qualité? L'architecte système va plus se demander comment le MBSE va me permettre d'améliorer l'aspect collaboratif de l'ingénierie que je veux faire. Comment il va m'aider à faire le pont avec l'évaluation d'architecture et ma démarche d'architecture système. Les disciplines d'ingénierie, elles vont être intéressées à avoir une single source of truth facilement exploitable et surtout qu'on leur envoie des données qu'ils soient capables d'interpréter dans leur domaine technique. Voilà, il ne s'agit pas de leur donner que des PBS, des FBS, où les données ne sont pas interprétables par rapport à ce qu'ils savent faire. Même chose pour les configuration managers, il y a une adhérence entre ce que font les gestionnaires de conf et ce qu'on essaie de faire dans le MBSE, qui n'est pas encore clairement défini dans l'état de l'art. Et ça peut aussi être des architectes de ligne de produits qui ont les mêmes problématiques. Donc, quand je parle de proposition de valeur, de cas d'utilisation, donc proposition de valeur, ça veut dire vous êtes capable d'aller voir vos décideurs, de dire ça va coûter tant, ça va rapporter finalement ça va rapporter soit de la qualité, soit du gain de temps. MBS, on est plutôt sur de la qualité et finalement on va avoir le retour sur investissement à quelle échéance? Est-ce que c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Voilà, il faut être capable de le dire clairement, il faut être capable de le communiquer aux équipes pour pas donner l'impression qu'on n'atteint pas les objectifs rapides. Et le dernier point, les cas d'utilisation. Donc, il faut être capable de dire clairement aux utilisateurs métiers qu'est-ce que ça va vous apporter, quel investissement on attend de vous dans cette démarche. Merci Thomas pour cette introduction et un peu ce rappel du contexte et de là où nous sommes aujourd'hui et des possibilités offertes par l'approche MBSE. On va peut-être garder quelques questions pour la fin et je pense que tu pourras compléter tous ces propos que tu as donc introduits à l'occasion de la suite de la présentation. On va passer sur le retour d'expérience. Donc, je vais passer la parole à Stéphane Bonnet et Benjamin Bossa, donc Thales AVS et Sferrea, pour quelques retours d'expérience sur leur mise en pratique de l'approche MBSE dans leurs unités. Monsieur Stéphane. Bien, oui. Donc, bonjour. Donc, la première chose, avant de commencer les retours d'expérience, c'est de savoir de quel MBSE on parle. On a vu Thomas a donné un premier aperçu des différents types de MBSE qu'on peut avoir. Donc, plutôt descriptif de niveau spécification architecture ou plutôt proche de la conception détaillée, voire de la simulation. On aura des présentations de Pierre notamment. Dans Thales, on a évidemment tout ce spectre qui est représenté. On a des initiatives différentes. Néanmoins, je vais me concentrer ici, dans ce café techno, sur le MBSE en tant que support à la spécification, à l'architecture, à l'analyse fonctionnelle. Donc, en gros, on est plutôt sur un MBSE qui est plutôt descriptif et pas nécessairement hyper étroitement lié avec le code qu'on va produire ou avec des artefacts comme ça. Dans Thales, on a eu un engagement très précoce sur le MBSE, sur la modélisation, on va dire, avec des participations à des projets européens collaboratifs dès 2004 et des premières expériences avec UML. À cette époque-là, 6ML était en train de naître, il n'était pas encore outillé. Et très tôt, on
on a un ensemble de personnes qui ont compris les intérêts possibles du MBSE et très tôt, on a eu un support de notre management. Ça veut dire aussi que très tôt, donc là je parle de 2005-2006, on a été confronté aux difficultés du déploiement. À l'époque, on avait toute une suite outillée qui était construite au-dessus de l'outil Objecteering. C'était basé sur UML et on essayait de déployer ça auprès d'ingénieurs système. Les retours concernant l'ergonomie, la technicité de l'outil et tout ça ont été difficiles et on n'a jamais pu passer à l'échelle. Donc, on a été confronté très tôt aux difficultés du déploiement et c'est pour ça qu'on s'est orienté sur le développement d'une méthode, donc la méthode Arcadia et de l'outil Capella qui supportait cette méthode en travaillant de manière très étroite avec les utilisateurs. Depuis, on est en 2023, on a eu plusieurs phases. On a eu des phases d'engouement. On a eu un peu un âge d'or pendant quelques années avec quelques très bons résultats, et puis un essoufflement, et puis une reprise à droite ou à gauche dans une entité ou dans une autre. Donc en gros, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a un spectre de déploiement qui est très large, qui va du rejet sur certains projets à des déploiements hyper sophistiqués comme on a pu voir au Capella Day l'année dernière avec le projet Archange. J'ai mis le lien là si vous voulez aller voir les webinaires, c'est très inspirant. Et puis entre les deux, tout un tas de projets qui définissent, enfin qui sont quelque part des adoptions partielles un peu mesurées. Donc aujourd'hui, ça reste difficile de déployer le MBSE parce que les projets sont sous pression de plus en plus et parce que la mise en place du MBSE n'est jamais triviale. Et j'aime bien la notion de Thomas là, de proposition de valeur qui n'est pas toujours claire. Entre 2005 et 2023, les outils ont fait évidemment beaucoup de progrès, mais nous, en tant que coach également, on a fait énormément de progrès sur l'accompagnement, le coaching et le cadrage du MBSE. Là, je vais te demander d'aller au slide suivant, Louis. On a identifié, en gros, 3 grandes classes d'objectifs pour le déploiement d'une approche de modélisation. C'est soit on cherche à partager, enfin, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu de tout et l'un n'est pas forcément mieux que l'autre. On peut avoir des objectifs de partage, donc de réduire les ambiguïtés. On peut avoir des objectifs qui sont de sécuriser, donc là ça va être améliorer la complétude, la cohérence entre les différentes représentations du système, entre les différentes ingénieries ou disciplines, ou on peut avoir des objectifs d'automatisation pour gagner en productivité. Et ça, c'est les grandes classes, on va dire, d'utilisation du modèle qu'on essaie autour desquelles on essaie de structurer notre activité. Et ces 3 grands objectifs, on les a déclinés sur les fondamentaux de notre ingénierie. On reste encore sur le slide précédent. On a un ensemble de fondamentaux de l'ingénierie qui sont comprendre le contexte, faire les exigences, formaliser les exigences, réaliser la conception, conduire les tests et tout ça. Et on les a mappés en essayant d'expliquer dans chacune de ces activités qu'est-ce que les modèles peuvent apporter dans chacun des 3 objectifs, partager, sécuriser ou automatiser. Là, on peut aller sur le slide, la planche suivante. Et donc, on a élaboré un questionnaire en 18 points qui sont, quand on démarre sur un projet, quels sont les objectifs que vous donnez au MBSE sur votre projet. Et le questionnaire, il est très simple, c'est des réponses oui/non. Est-ce que j'ai tel ou tel objectif? Donc, en bleu turquoise, ça c'est plutôt ce qui relève du partage. En fuchsia, plutôt ce qui relève de la sécurisation. Et puis en bleu foncé, bleu marine, de l'automatisation. Et du coup, les objectifs, chacun des projets doit faire cet effort de comprendre qu'est-ce qu'il va attendre des modèles. Après, notre objectif n'est pas que tout le monde fasse 100% d'automatisation. Chaque projet est différent et c'est quelque chose qu'on doit vraiment intégrer. Planche suivante. À partir de ça, pareil là sur les petits graphiques, vous avez
des espèces de progression, toujours avec les mêmes couleurs, enfin partagées, sécurisées, automatisées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une typologie de déploiement du MBSE qui sont le plus fréquent pour nous, c'est les équipes utilisent le MBSE pour mieux communiquer, réduire les ambiguïtés, partager l'architecture entre différentes parties prenantes, mais le modèle n'est pas forcément au centre des activités. La deuxième catégorie, c'est plus la méthode Arcadia et le modèle vont être une aide pour mieux conduire nos activités d'ingénierie. Et puis la troisième catégorie, là, on est vraiment dans une approche modèle centrique, beaucoup d'automatisation, gestion de la variabilité et tout ça. Et je crois que j'ai fini. Voilà, ouais, le dernier slide parce que je vais déborder sinon. En gros, pour un déploiement, notre retour d'expérience, il est aussi que pour un déploiement qui fonctionne bien, il faut absolument des ambassadeurs ou des évangélistes, ou peu importe comment on les appelle, MBSE, qui doivent avoir des compétences multiples sur la compréhension des contextes des projets, du domaine des projets, sur la compréhension de ce que le MBSE peut apporter, donc des propositions de valeur possibles du MBSE. Et on ne peut pas s'abstraire des outils, il faut avoir une très bonne compréhension des problématiques d'outils. Et les problématiques d'outils, ce n'est pas juste choisir un modeleur, c'est s'occuper du déploiement de cet outil, des infrastructures qui vont supporter. Et voilà. Et donc, je passe la main. Merci Stéphane. Tout à fait. Donc, Benjamin, à toi la parole donc pour quelques minutes, quelques instants de rétex sur la mise en œuvre en fait de la méthode dans votre organisation. Effectivement. Donc, merci. Bonjour à tous. Donc, tu peux déjà passer directement à la page suivante. En fait, je vais vous présenter comment chez Spherea on a utilisé le MBSE et effectivement en termes de valeur, comme mes collègues l'ont dit, on l'a utilisé de deux manières. La première, c'est effectivement faire du descriptif. Donc ça, c'est vraiment du system engineering. Mais Spherea, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une PME qui est spécialisée dans les moyens de test et les moyens de soutien. Et donc très vite, on a utilisé le MBSE pour aller justement vers ces domaines d'ingénierie. Je vais vous expliquer très rapidement. Donc du coup, tu peux aller à la slide suivante, puisque là, c'était que les... Donc une histoire, on part toujours d'un besoin et la première chose, effectivement, c'est le system engineering qui va commencer. Et si notre système est critique, on va devoir rajouter toute une surcouche qui est l'analyse de sûreté de fonctionnement. Et si ce système, il faut aussi le soutenir, on va devoir rajouter tout ce qui est notion de testabilité, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de détecter la présence ou non de mes fonctions ou du coup d'une panne. Et une fois que c'est cette panne qui est détectée et identifiée, quels sont les moyens mis en œuvre pour rétablir le système de manière à ce qu'il soit opérationnel. Tu peux passer à la slide suivante, du coup. Donc, on a fait un constat, c'est en fait pour chacun de ces domaines d'ingénierie, on a regardé ce qui se faisait en termes de modélisation. Donc, pour le system engineering, on est sur du model-based system engineering. De là, il y a pléthore d'outils et encore plus de méthodes. Et puis, pour les autres domaines, que ce soit du MBSA, donc pour la côté sûreté de fonctionnement, le MBDA pour tout ce qui est diagnostic, donc testabilité, mais aussi product support. En fait, on peut se rendre compte qu'il y a des zones d'overlap, on va dire, qui vont... on va partager des informations. Et donc, c'est cette approche-là que nous, on a fait. Donc, tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. C'est de se dire, en fait, les informations, on va devoir les transposer dans chacun de ces domaines et il va falloir assurer de la cohérence entre ces différents domaines d'ingénierie. Donc, pour un exemple donné, c'est côté MBSE, on va définir, entre autres, des fonctions. En fait, ces fonctions-là, l'ingénieur sûreté de fonctionnement, il va regarder les différentes modes de défaillance associés et quelles sont leurs conséquences. Et côté diagnostic, on va essayer de s'assurer que la présence de la fonction ou la présence d'un mode de défaillance pour que le soutien puisse prévenir tout ça. Et il va falloir du coup avoir de la cohérence entre ces différents domaines d'ingénierie. Et ça, c'est ce que nous, on a commencé à faire et on a montré que l'approche model-based permet justement d'assurer de la cohérence. Tu peux passer du coup.
Voilà, donc ça c'est un premier proof of concept qu'on a fait. Donc très rapidement, en fait, on est parti d'un modèle system engineering. On est allé voir côté sûreté de fonctionnement quels étaient les éléments qui étaient le plus souvent en panne, et on met en place du coup, alors côté diagnostic, les différents tests en opération qu'on va mettre en œuvre pour venir prouver la présence de la panne, ou du moins la détecter et l'isoler. Et côté soutien logistique, on est capable de faire de la modélisation aussi du soutien, c'est-à-dire des différents ateliers, des différents personnels qui sont engagés pour faire ça. Et on est capable d'aller jusqu'à de la modélisation du coût de possession. Et alors, du coup, tu peux aller sur la slide suivante. L'idée, alors, contrairement à ce qu'a annoncé Thomas, nous, notre position, c'est de se dire qu'il n'y a pas un single source of truth, mais plusieurs, mais qui sont très spécialisés. Et donc, effectivement, on va avoir une single source of truth côté system engineering, et ça, c'est le MBSE qui l'apporte. Mais on va en avoir un autre côté sûreté de fonctionnement, un autre côté testabilité et un autre soutien. Et il va falloir donner de la continuité digitale, continuité numérique entre ces différents domaines d'ingénierie pour savoir qui est garant de la donnée et avec qui je l'échange. Et le but, c'est de pouvoir avoir à la fois une définition claire de mon système, mais également être capable de mettre en œuvre un certain nombre de choses qui vont pouvoir l'aider à le soutenir. Du coup, tu peux passer. Voilà. Donc, du coup, notre Retex. Alors, point positif, c'est que depuis l'adoption du MBSE, ça va faire maintenant 5 ans, les équipes ont une meilleure compréhension de comment le système doit fonctionner et ce qu'il doit réaliser. Les différentes phases, elles sont beaucoup plus cohérentes parce qu'on utilise un seul et même framework, donc on utilise Capella et ça nous permet de mieux échanger, de mieux collaborer, et ça nous permet aussi de ne plus avoir de zone d'ombre, donc de ne plus avoir d'implicite dans la définition de nos moyens. Par contre, ce qu'on a observé, c'est une résistance au changement. En interne, on a des personnes qui finalement préfèrent Visio, préfèrent du PowerPoint ou préfèrent écrire du Word plutôt que d'aller dans du modèle. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, mais celle qui nous est apparue la plus évidente, en fait, c'était un manque d'entraînement sur l'aspect modélisation. Et on s'est rendu compte que cet aspect-là, elle est souvent occultée. On apprend à utiliser du SysML, on apprend à utiliser du Capella, mais on n'apprend pas à modéliser. Et c'est pas si simple que ça, c'est pas inné. Et c'est vraiment quelque chose de très important, c'est d'accompagner ces personnes-là. Le MBSE, ce que nous, on s'est rendu compte aussi, c'est que autant en interne, il apporte quelque chose, l'exporter, donc ça veut dire travailler avec nos clients, c'est compliqué. C'est-à-dire que même s'ils sont ouverts au MBSE, ils nous demandent des documents, de la traçabilité. Le MBSE, ils n'en veulent pas du point de vue contractuel. Et ensuite, c'est très bien de faire du descriptif, mais derrière, il y a des tests, derrière, il y a de la traçabilité. Et pareil, il faut trouver une méthode, des moyens de intégrer tout ça dans le processus. Du coup, dernière slide. Voilà. Donc, du coup, basé sur notre expérience et comment on va continuer. Alors, notre retour, c'est que par contre, le partage d'informations, qu'il soit en interne dans l'équipe System Engineering ou des architectes, ça marche très très bien. Le partage d'informations avec d'autres domaines d'ingénierie connexes qui vont du coup utiliser le système en description pour savoir ce qu'ils vont faire, ça marche très très bien. Et ce qui marche encore très bien aussi, c'est quand on l'étend vers d'autres domaines d'ingénierie, que ce soit les personnes qui font de la sûreté, les personnes qui font de la maintenance, etc. Mais pour que ce soit adopté, il faut vraiment être accompagné. Et donc, Stéphane l'a très bien dit, il faut vraiment que, la direction apporte son soutien, pas forcément financièrement, mais il dise clairement que c'est vers quoi l'entreprise souhaite aller. Il faut entraîner les gens et il faut aussi avoir des key people qui viennent accompagner, tutorer, mentorer les personnes pour leur montrer que ce qu'elles font, ça a de la valeur ajoutée, ça sert à quelque chose et qu'à la fin, elles vont gagner un bénéfice. Et c'est mon dernier mot.
Merci beaucoup Stéphane Benjamin pour vos retours. Je pense qu'effectivement, il y a quelques questions déjà qui sont posées. On va les garder pour la fin de session. Mais effectivement, on peut déjà noter quelques mots-clés là, sur l'importance de l'organisation, l'engagement et l'accompagnement. Donc, on pourra revenir sur les questions donc à la fin de la session, comme je le disais. On va passer donc la séquence suivante. Donc, c'est plutôt donc un focus sur les 3 sujets, avec le premier sujet donc pour Thomas et Stéphane en double voix, donc sur l'agilité de l'approche par les modèles. Et donc, je vous laisse la parole dès après. Donc, rebonjour, je ne me représente pas. Donc, l'idée de ce petit exposé là qu'on fait en commun avec Stéphane, hein, c'est on oppose souvent l'ingénierie système et l'agilité en disant bah, l'ingénierie système, c'est le grand cycle en V qui va durer des années, on va rentrer dans un tunnel. Et bah, finalement, cette ingénierie système-là et tous les outils, les méthodes qui l'accompagnent, notamment MBSE, ne peuvent pas être adaptés, en tout cas pas de manière évidente, à un développement itératif. Donc voilà, le but c'est un peu de se mettre en faux hein, par rapport à cette idée, de montrer que le MBSE est capable d'accompagner une démarche d'architecture itérative. La première raison, hein, c'est que le processus d'architecture, il est lui-même hautement itératif. En fait, la première phase, c'est on va conceptualiser. Donc, on va réfléchir. On va dire, bah, finalement, le problème que j'ai à résoudre, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce que je peux formaliser en termes d'objectifs à atteindre et de contraintes à respecter. Voilà, je dois faire un drone, il doit être certifiable parce qu'il est de telle taille, etc. Les objectifs, bah, il doit porter des charges de manière efficace et si possible en coûtant pas trop cher et avec un délai de développement qui soit compatible avec mon time to market. Et on conceptualise aussi au même moment les solutions candidates au problème. Bah, ça peut être telle technologie de propulsion, etc. Ensuite, il y a de l'évaluation. Donc, on a des solutions candidates, on a un problème avec des objectifs, des contraintes. Bah, on va faire de la simulation, on va faire de l'optimisation, on va avoir les disciplines d'ingénierie, on va faire des études pour évaluer finalement ce que valent les solutions candidates qu'on a imaginées. Donc, généralement sous quatre paramètres, hein, le temps, le coût, la qualité et les risques. Qualité au sens de performance générale perçue par le client. Et ensuite, l'élaboration, bah, une fois qu'on a conceptualisé les solutions, qu'on a regardé ce qu'elles valent, qu'on a sélectionné les plus intéressantes, bah, on fait un dossier d'architecture, hein, on les décrit de la manière la plus précise possible, étant donné, compte tenu de l'étape où on est du développement. Au tout début, on ne va pas faire des descriptions très précises parce que les précisions, on les a. Donc voilà, on a finalement ceci, conceptualisation, évaluation, élaboration. Finalement, les choses peuvent circuler dans tous les sens. Parce que si on est déjà dans des phases assez avancées, les architectures sont déjà bien élaborées, donc on va plutôt se baser sur les modèles qu'on a fait pour évaluer. Et on va pas utiliser simplement les schémas, les idées forces de la conceptualisation. Donc comment ça voilà, sur la slide suivante, comment finalement se manifeste cette démarche d'architecture. Donc, finalement, la première phase, c'est il faut des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre? Quelle est la cible de coût? Quelle est la cible de délai? Quelle est la cible de risque? Quelle est la cible de qualité? Et les contraintes du problème, bah, il faut que, par exemple, il faut que je sois certifiable, il faut qu'on soit maintenable avec telle série d'outils ou tel système déjà existant, etc. Il faut qu'on s'insère dans un système de production déjà existant en le modifiant qu'à la marge. Par exemple, ça, c'est une contrainte qu'on peut donner à un produit. Donc, on a ces objectifs, ces contraintes, et on a un espace d'exploration où on va essayer d'identifier, le remplir de solutions candidates. Donc, dans la première phase, on va explorer. Donc, on va essayer de trouver le plus de solutions candidates possible. Parce que si on n'en choisit qu'une, on n'aura pas vu un peu tout le panorama qu'on peut couvrir. Donc, on prend ces solutions candidates, on les identifie, et ensuite, on peut cliquer encore 2 fois. Ensuite, on va chercher à les évaluer. Donc, on va évaluer, est-ce que les solutions répondent aux contraintes? Est-ce qu'elles sont prometteuses par rapport aux objectifs? Est-ce qu'on va atteindre les objectifs fixés pour les marchés qu'on veut atteindre?
Donc, sur cette première phase, on va vite commencer à éliminer des choses. Des concepts trop novateurs où on n'a aucune idée de comment on va les certifier, par exemple. Des concepts qui sont pas meilleurs que ce qu'on est déjà capable de faire, par exemple. Ou alors des concepts qui tout simplement des concepts qui sont trop chers ou qui arriveront avec un time to market tardif par rapport à ce qu'on vise. Et donc, ce processus est itératif, parce qu'on va d'abord faire une série d'études à un certain niveau de précision, et puis ensuite, donc si on clique, on va en fait définir, on va trouver des domaines où il y a des solutions un peu plus intéressantes, on va essayer de les définir de manière le plus précise possible. Donc, on va faire ça de manière itérative par étape. On va dire, on va réduire les marges de définition, tel composant, on a dit, ça va être ce type de composant-là, là, on va aller chercher des définitions plus précises, etc. Et donc, de manière itérative, on va converger vers une solution qu'on connaîtra de mieux en mieux et jusqu'au point où on sera capable de la mettre en design puis en production. Donc, ce processus que j'ai décrit, en fait, ça se manifeste par une série de V. Voilà, le cycle en V. Donc, on commence par faire de l'architecture, on définit les choses et ensuite on vérifie, on valide. Donc, sur les premières phases, on ne va pas faire des protos tout de suite. On va faire d'abord des simulations, puis ensuite on va avoir des V sur potentiellement un prototype ou des maquettes, pour ensuite aller vers le V où on va réellement produire le système. Donc, toute la question, c'est de savoir finalement quel est le bon nombre d'itérations. Parce qu'on est en ressources et en temps limité, on n'a pas un temps et des ressources illimitées pour faire de l'architecture. Donc finalement, quel est le bon niveau d'itération? Comment on peut piloter, être sûr qu'après avoir fait une itération d'architecture, on est mieux que quand on avait démarré. Du coup, il faut définir des métriques de maturité. Parce que finalement, le but, c'est de faire maturer nos architectures pour qu'elles atteignent le point où on est certain de la valeur qu'elles vont créer et on est confiant sur le fait qu'on est capable de construire un système sur la base de la description de l'architecte. Donc, du coup, il faut définir des KPI, l'alignement sur les business expectations. Est-ce que ce qu'on fait va être prêt pour le time to market? Est-ce qu'on va atteindre le return sur investissement qu'on a promis ou qui est attendu? Est-ce que les objectifs de performance sont atteints? Et est-ce qu'on connaît la performance finale avec une incertitude suffisamment faible par rapport à l'étape où on est? Voilà, si vous faites 10 plus ou moins 1, c'est pas forcément satisfaisant sur le contexte. Donc, est-ce que vous êtes certain que les risques techniques sont maîtrisés? Est-ce que le portefeuille de risque est validé? Est-ce que vos descriptions d'architecture sont matures? Est-ce que vos équipes respectent les principes de gouvernance d'architecture? Et je termine rapidement. Du coup, est-ce que vous prenez en compte aussi le fait que les objectifs et les contraintes peuvent être modifiés entre deux itérations? Voilà, donc je passe la main à Stéphane. Oui, donc moi je vais continuer un peu sur cette lancée et commencer par revenir en fait sur un framework auquel on essaie de sensibiliser nos architectes. Et ce framework, en fait, il spécifie qu'à un moment donné sur un projet, on n'est pas forcément dans la même situation et on ne peut pas nécessairement utiliser les mêmes outils. Et donc, on distingue 4 grandes phases ou 4 grandes régions. On peut être soit en exploration, donc en recherche de concepts, en création d'alternatives, en évaluation d'alternatives. C'est globalement ce que vient d'expliquer Thomas. Une fois qu'on a une alternative, ou en tout cas qu'on a convergé vers une solution qui n'est pas trop floue, on va plutôt passer dans une phase où on va expliquer, chercher à partager, à raffiner les concepts et à bien les expliquer et les partager avec tout le monde. Une phase d'exécution où on va en gros commencer le développement et la production de ce qu'on a imaginé. Et puis une phase d'exploitation où on essaye au plus tôt de mettre dans les mains des utilisateurs ou des clients des morceaux qui fonctionnent, histoire de collecter du feedback et puis prendre ce feedback en compte. Donc, la première chose qu'on demande à nos architectes, c'est de savoir, à un moment donné, sur un sujet donné, dans quel cadran il se situe. Dans le cadran Explore, il y a énormément d'agilité, comme l'a expliqué Thomas.
Et c'est de l'agilité au sens réagir face à l'incertain, progresser petit à petit, itérer avec les parties prenantes pour raffiner la solution. Donc là, on a naturellement une sorte d'attitude agile à avoir. Et comme l'a expliqué Thomas, itérative. Là, je vais, dans les slides qui viennent, puisque je parle plutôt du MBSE, je vais plutôt me concentrer sur la partie expliquer et exécuter du framework. Et là, en fait, on a déjà fait ce travail d'élaboration des grandes lignes d'une architecture, on a réduit les risques, on a réduit les incertitudes, et maintenant on a quelque chose qui ressemble pas mal à une vision pas trop floue de ce qu'on va développer. Et là, l'objectif, il est de clarifier, de décrire de manière rigoureuse et puis d'embarquer toutes les parties prenantes de l'ingénierie sur le développement. Notre approche MBSE, on l'a vraiment focalisé avant même de le faire sur l'utilisation de modèles, sur le langage, les concepts qu'on utilise et comment on décrit nos architectures. Et donc, on insiste énormément pour que nos architectes décrivent leurs architectures sous la forme d'arbres de capacités, qui chacune des capacités étant expliquée ou illustrée par des scénarios systèmes ou des histoires systèmes, des chaînes fonctionnelles qui derrière vont être décrites au travers de fonctions, composants et toute la matière qu'on utilise pour décrire les architectures de façon classique. Ces capacités et ces chaînes fonctionnelles, on va les corréler au reste de l'ingénierie, notamment les exigences textuelles, les épiques logiciels pour l'articulation avec le développement, les procédures de test pour l'articulation avec l'IVV, voire même pour la définition d'incréments système, donc pour mettre en place une itérativité qui va être basée sur des attendus fonctionnels et pas sur juste des périmètres de composants. Je vais aller assez vite. Je vais illustrer ici, en fait, une capacité avec un certain nombre de chaînes fonctionnelles. Je vais leur associer des itérations ou plutôt des incréments. Les deux premières chaînes seront dans un premier incrément et les trois chaînes suivantes en vert seront dans un deuxième incrément. J'ai plusieurs équipes qui vont travailler en parallèle, l'équipe d'architecture, de description et spécification de l'architecture, l'équipe en charge du développement de sous-systèmes et puis l'équipe en charge d'IVD. Le délivrable d'une équipe système, ça va être des morceaux de modèles, des tranches verticales de modèles qui vont décrire les chaînes fonctionnelles, les fonctions qu'elles mettent en jeu, les composants qui réalisent ces fonctions et les interfaces qui les supportent. Donc, en gros, à la fin d'une itération, pour un incrément donné, on va avoir un data package vertical qui décrit ce qu'on attend des équipes en aval. Donc ça, c'est les grands principes. Je vais l'illustrer très rapidement avec un petit drone ou quelque chose comme ça, où on a donc une équipe système, une équipe de validation et une équipe de développement. On part sur des itérations système de 3 mois et des sprints logiciels de 3 semaines. La première chose, c'est une itération 0 qu'on appelle un warm-up, qui est en gros établir la liste de référence des capacités et des chaînes fonctionnelles associées à ces capacités. Donc ça, c'est une première vision du produit à développer, des grands services que vont rendre notre solution. Et puis, à côté de ça, on doit réfléchir à l'environnement outillé, comment l'articulation entre les équipes vont se passer, comment on exploitera les modèles, comment sont corrélés les différents artefacts d'ingénierie. En gros, là, on est dans de la préparation. Itération 0, préparation. Itération N. Itération N pour une chaîne fonctionnelle donnée ou pour X chaînes fonctionnelles. Donc ici, contrôler manuellement le déplacement du drone. Je vais avoir l'équipe d'architecture qui va conduire son travail d'architecture, définition des fonctions, des chaînes fonctionnelles, mapping sur les composants, des interfaces et autres. Les équipes logicielles et IVV vont être impliquées par des revues ponctuelles du travail de l'équipe d'architecture. Itération N+1, donc là, c'est je détaille ici en fait à quoi peuvent ressembler le travail de l'architecture, donc les chaînes fonctionnelles mappées sur les composants avec des machines d'état et autres. Slide suivant, voilà, ici.
fin de l'itération N, on passe à l'itération N+1. L'équipe logicielle récupère le data package produit par l'équipe système. Ils prennent chacune des chaînes fonctionnelles, les raffinent en Epic ou en user stories, et puis les ventilent l'implémentation des user stories sur leurs différents sprints. Slide suivant. Dans la même itération, les équipes d'IVV vont récupérer à la fin de chaque sprint développé par l'équipe logicielle des morceaux de code ou des bouts de logiciel qui sont exécutables ou en tout cas qui peuvent être testés. Et à la fin de l'itération N+1, on a une tranche verticale de système qui fonctionne. Donc en gros, ici, le MBSE, la description de l'architecture, c'est vraiment un enabler, quelque chose qui va faciliter le développement itératif et incrémental. Donc on n'est absolument pas dans l'opposition entre une approche MBSE et une approche agile. Donc, je vais laisser Thomas revenir sur le premier point pour le conclure. Donc, iterativity et architecting. Oui, donc finalement, pour conclure hein, sur vraiment la phase de concept et le early development, on va dire, le but de l'architecture, ça va être d'explorer, d'évaluer des candidats, de choisir les bons passes, finalement, dans quelle direction il faut aller, quelle direction il faut abandonner pour pas perdre des ressources, explorer des choses sans intérêt. Et essayer de toujours garder la capacité d'intégrer des nouveaux besoins, des nouvelles contraintes, des nouvelles opportunités. Voilà, c'est pas parce qu'on a défini 1.0 que c'était ça la cible qu'on peut pas ajuster la cible au fur et à mesure. Et investir dans la démarche de modélisation dès ce stade-là. Donc bien sûr, il ne faut pas aller vers des modèles trop précis ou trop coûteux en temps hein, sur une phase de concept. Ça va favoriser la continuité de cet effort sur le temps et une capitalisation continue des résultats qu'on obtient pendant cette phase. Et donc, pour le développement incrémental, en gros, ce qui est clé, vraiment ce sur quoi on se bat en ce moment, c'est la promotion des histoires fonctionnelles ou des chaînes fonctionnelles, peu importe comment on les appelle, comme élément pour structurer, pour être la colonne vertébrale des activités d'ingénierie, plutôt que les exigences atomiques textuelles qui sont décontextualisées. Les exigences sont restées liées aux fonctions et aux chaînes fonctionnelles, mais l'outil de travail, c'est la chaîne fonctionnelle. Le développement incrémental itératif peut du coup être calqué sur des lots de chaînes fonctionnelles et donc sur des releases, on va dire, plus fonctionnelles que ce qu'on faisait par le passé. Et ça ne fonctionne que si on a une fondation architecturale, une description architecturale qui est suffisamment solide. Et les modèles, c'est des enablers. Les chaînes fonctionnelles, on pourrait très bien les avoir sans les modéliser. On pourrait quand même mettre en place cette itérativité. Mais les modèles sont des enablers dans le sens où ils favorisent la meilleure communication et puis ils apportent une rigueur accrue, davantage de précision et de cohérence. Et merci à tous les deux. Effectivement, donc on voit, hein, donc c'est aussi l'approche par les modèles et les chaînes fonctionnelles qu'on peut aussi peut-être améliorer la communication avec les clients, hein, qui était un point qui avait été introduit comme étant peut-être une difficulté. Alors, donc toujours, hein, on va essayer d'enchaîner et garder les questions pour la fin parce qu'effectivement, on est un peu juste au niveau du timing. Donc, si vous souhaitez, si vous préférez, je vais passer tout de suite la main donc à Pierre donc pour une présentation sur la complémentarité entre conception et simulation. Pierre, tu as la parole. Bonjour à tous, merci. Donc mon introduction va faire office un peu de respiration par rapport à toute la masse d'informations qu'on a pu absorber jusqu'à maintenant. Je voulais d'abord revenir, avant de rentrer dans le vif du sujet, revenir pourquoi on fait tout ça. Alors je crois qu'il y a une animation. Pourquoi on fait tout ça en fait? Parce qu'on voit, enfin c'est clairement l'activité de modélisation, l'activité de simulation, ce sont des activités qui nécessitent un investissement qui est certain. Et donc, il y a forcément un objectif, une pain
qui est sous-jacente à cela. Et donc, au travers des différents témoignages, de l'introduction de Thomas, ils en ont listé plein. Moi, je pense que vraiment le cœur du sujet et qui découle de tous les objectifs qui ont pu être listés auparavant, c'est la réduction de l'impact de nos erreurs. Parce qu'en fin de compte, l'erreur elle peut venir d'une mauvaise collaboration, d'une mésentente, d'une ambiguïté, d'une mauvaise compréhension du besoin. Et des erreurs, on en fait, on est humain, et le but, c'est de pouvoir les détecter le plus tôt possible et de pouvoir les résoudre le plus tôt possible. Parce que en fait, le coût d'une erreur, l'impact d'une erreur, est directement lié à sa longévité, à la longévité de son existence dans la définition de notre système. Donc moi, globalement, je retiens toujours j'ai trois grandes idées et ordre de grandeur en tête. C'est d'une part que le choix d'un concept, quand on arrête un concept, on acte 70% de son coût de possession. Et quand on est arrivé à la PDR, donc à la Preliminary Design Review, ça veut dire qu'on n'a pas encore posé le crayon pour commencer à développer la solution, hein, on acte à peu près 90% de son coût de possession. Donc si on se plante sur ce qui doit être vraiment fait pour répondre aux besoins, c'est une très très forte impact. Deuxième ordre de grandeur, c'est que les surveys plusieurs surveys montrent, alors c'est très variable, mais bon, c'est un ordre de grandeur, que 70% de ces défauts sont introduits en fait très tôt et avant la PDR. Donc en gros, c'est dans la description de ce qu'on doit faire. Donc même si on a bien compris ce qu'on doit faire, on peut avoir un ordre de grandeur comme ça, que 70% des erreurs sont dans la description de ce qu'on doit faire, même si on a bien compris ce qu'on doit faire. Et puis troisième ordre de grandeur, c'est la croissance exponentielle du coût de l'impact globalement de cette erreur, parce que l'impact elle peut être soit coût délai, soit sur la qualité. Et c'est une croissance exponentielle en fonction de la longévité de l'existence de cette erreur. Clairement, les erreurs qui sont introduites le plus tôt sont potentiellement celles qui peuvent coûter le plus cher. Et donc tout ça nous amène devant un constat, c'est que c'est normal de faire des erreurs, on ne peut pas faire, il faut les accepter, ça fait partie du jeu. Par contre, on doit se forcer à mettre en place le maximum de moyens pour réduire la longévité d'existence de cette erreur. Et donc, continuellement sécuriser la définition de la solution de sorte à réduire cette. Donc là, et quelque chose qui renforce ce risque d'erreur, c'est l'environnement dans lequel notre monde évolue, et plus particulièrement nos entreprises et notre ingénierie, qui est un environnement de plus en plus dynamique, de plus en plus changeant. Là, je m'appuie sur les travaux faits par l'INCOSI pour dresser la vision 2035 de l'ingénierie système, qui établit que effectivement, enfin, on vit dans un monde en pleine transformation, on est noyé par les avancées technologiques, on a de plus en plus de contraintes en termes d'exigences de nos clients sur maintenant c'est l'éco-design, les aspects sustainability, par exemple, qui sont de plus en plus prégnants. Et donc c'est une composante supplémentaire à prendre en compte et qui nous force en fait à devoir être de plus en plus agile, de plus en plus avoir une ingénierie qui est capable de s'adapter, et des systèmes que l'on conçoit être de plus en plus évolutifs, être capable de s'adapter. Et ce contexte, donc là on peut passer à la vision suivante, c'est que cet environnement changeant, extrêmement changeant et dynamique et incertain, nous impose une ingénierie de plus en plus agile ou adaptable, qui fait écho à la présentation précédente. On va passer au slide suivant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est écrit. Encore slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, pour adresser un peu tout ce défi qui se pose à nous, hein, qui a déjà été adressé dans les présentations précédentes, il y a tout un tas de buzzwords. Et on parle plus généralement on parle de MBSE, mais plus généralement, en fait, il y a une transformation digitale de l'ingénierie, on parle de digital engineering, et qui couvre
dont la MBSE fait partie, mais pas que. Pour moi, il y a trois grands piliers. Enfin, pour moi, au travers des discussions que je peux avoir avec de nombreux industriels, j'en ressors trois grands piliers qui sont tout d'abord la donnée. On travaille plus sur des documents, on travaille sur de la donnée et on ne travaille pas forcément sur des modèles, on travaille vraiment sur la donnée. Les modèles ne sont que des moyens d'accéder à ces données. Donc, on a vraiment une ingénierie très dirigée par la donnée. On travaille sur la donnée, on collabore sur la donnée. Et les modèles et la simulation sont les deux autres piliers qui permettent de travailler et d'exercer ces données. Une vision un peu pour essayer d'ancrer un peu ce qu'est le digital engineering, comment ça pourrait se matérialiser. Ça, c'est donc une vision très haut niveau. Mais à chaque fois que j'ai exposé jusqu'à maintenant avec des industriels, ça semble être un niveau d'attraction suffisant pour avoir un lieu d'accord commun. Et là où on veut aller, c'est en fait avoir une authoritative source of truth. Nous, on l'appelle plutôt authoritative source of truth plutôt que single source of truth. Donc en écho avec ce que disait Benjamin Bossa, où la donnée n'est pas forcément à un seul endroit et accessible de tout le monde, et peut-être éparpillée, on ne sait pas. En tout cas, il y a une définition de la solution qui fait autorité, qui est unique et qui est accessible à tout le monde. Et cette définition est régie par une ontologie qui est un engineering metamodel qui définit comment on travaille, comment on fait de l'ingénierie, qui donne un sens métier à ces données. Et ce sens métier est partagé par l'ensemble des disciplines métiers, ce qui permet justement de gérer ces overlaps qui avaient été montrés dans la présentation précédente sur les aspects safety. Et l'ensemble des disciplines en fait va travailler cette autorité, va amener sa contribution, son expertise, sa valeur ajoutée sur cette définition partagée au travers de modèles. Les modèles sont un moyen d'accès à ces données, donc avec leur perspective, qui vont leur donner une exposition à cette définition et qui vont leur permettre d'ajouter de l'information, d'aller éditer ou modifier ces informations sur leur domaine d'expertise. Et la simulation, en fait, est un moyen d'exercer, est un complément au modèle, qui est un moyen d'exercer ces données de sorte à pouvoir analyser, optimiser ou vérifier. Donc quand on parle de simulation, qu'est-ce qu'une simulation? En fait, c'est l'exercice d'un modèle, c'est l'usage d'un modèle pour l'expérimenter, pour prédire. Donc il y a plein de définitions qui existent dans la littérature et essentiellement ça part d'un modèle. Alors, tout comme Stéphane a pu mentionner dans sa présentation précédente, avec le framework sur les objectifs de modélisation, partage, sécurisé ou automatisé. La simulation, c'est pareil. On va pas faire une simulation pour faire une simulation, pour s'amuser. Il faut que ça serve un objectif. Parce que tout comme un modèle avec une représentation simplifiée, partielle, est certainement fausse du système, et avec des informations qui nous sont utiles, une simulation, c'est la même chose. Il faut savoir pourquoi on fait une simulation. Pour y mettre le bon niveau de détail, la bonne représentation, de sorte à pouvoir répondre à notre question. Donc une simulation, ça peut être une simulation comportementale ou de performance, ça peut représenter du fonctionnel ou du dysfonctionnel ou un mélange de tout ça selon ce que l'on cherche à faire. Et on va avoir différents niveaux de détail, un scope de représentation de notre système, de notre sujet d'intérêt qui est variable, et aussi un niveau de crédibilité de cette simulation en fonction de l'importance, de l'impact de la décision, de la criticité de la décision qu'on va prendre à partir des résultats que va nous fournir cette simulation. Donc, et essentiellement, en fait, la simulation permet de supporter nos activités d'ingénierie et donc d'être une sorte de boucle de rétroaction sur chacune de nos activités de création que l'on va faire en tant qu'ingénieur. Et donc, la simulation peut être utilisée sur tout le cycle de vie.
Donc là, pour illustrer l'usage de la simulation sur tout le cycle de vie, je vous ai mis un paysage, un panorama de tout ce qu'on peut entendre par simulation, parce que quand on met le mot simulation, c'est comme le mot modèle, on a chacun une représentation, une image qui se crée dans notre esprit, et elle est certainement unique. Il y a certainement de très bonnes images. Donc voilà, je vous ai adressé un panorama pour vous montrer un peu la grande diversité des simulations. Alors on va avoir essentiellement trois grandes thématiques d'usage de la simulation, tout comme de la modélisation d'ailleurs, au long du cycle de vie. Tout d'abord, on va utiliser la simulation pour nous aider à concevoir la bonne solution, ensuite pour nous aider à bien concevoir la solution, et ensuite pour bien opérer la solution. Pour nous aider à concevoir la bonne solution, l'idée c'est d'utiliser la simulation pour sécuriser la compréhension du besoin, pour bien sécuriser l'analyse du contexte opérationnel, contexte d'usage, contexte d'emploi, pour pouvoir valider des concepts de solutions, pour pouvoir exposer rapidement, notamment c'est au niveau de solutions d'immersion en réalité virtuelle par exemple, où on immerge dans un futur possible nos utilisateurs, nos opérateurs, pour vérifier avec eux si on a bien compris là où ils veulent aller, si c'est bien ce contexte-là dont on parle, et dans ce futur possible, on peut intégrer des concepts virtuels et exposer ces concepts à l'usage des utilisateurs finaux, des opérateurs, pour valider avec eux les premiers principes qui vont ensuite être capturés plus formellement dans des modèles qui ont été présentés auparavant. Donc, on a tout un tas de techniques de simulation derrière, en amont, qui vont nous permettre de capturer des comportements et des niveaux de performance de façon très simple, sans aller beaucoup dans le détail, de sorte à pas investir beaucoup d'énergie, d'efforts dans l'élaboration de simulations, qui est notamment beaucoup plus complexe, qui demande un effort un peu plus important que simplement capturer ça dans un modèle descriptif. Par rapport à tout ce paysage, donc on a une grande variété, et en fait, les enjeux principaux, ça va être d'assurer un continuum, une cohérence au travers de toutes ces simulations, de pouvoir capitaliser sur nos modèles et de pouvoir les gérer en cohérence avec les modèles descriptifs de la solution. C'est-à-dire qu'une simulation ne doit pas être élaborée seule dans son coin. Aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Hein. Chacun a un bout de code Python, un bout de code MATLAB, un bout de feuille Excel pour faire ses calculs et ses simulations. C'est complètement décorrélé de la solution. C'est pas du tout géré, et donc il y a très peu de capitalisation, et on a en fin de compte peu de cohérence, et en fin de compte on peut tirer peu de crédibilité de ces simulations vis-à-vis de ce que l'on est en train de faire. Il y a également un autre enjeu du déploiement de la simulation, qui est si on se projette vraiment dans cette vision de 2035, dans une ingénierie digitale, il y aura de la simulation partout, on l'espère, mais simulation partout veut dire aussi ressources de calcul partout. Un très grand nombre de ressources de calcul, des problématiques IT également à devoir gérer. Donc là, je vous ai dressé un peu le panorama de là où on voudrait aller, et puis de l'étendue de ce qu'est une simulation. Alors, où on en est aujourd'hui réellement? En fin de compte, cette autoritative sous source flow, ça n'existe pas vraiment. On a un peu d'informations dans des modèles épars. On essaye de faire des liens de point à point entre modèles en essayant d'en assurer une cohérence, une consistance, mais c'est vraiment du travail point à point, c'est pas une cohérence globale et qui est réapplicable dans le contexte d'une filière ou d'une entreprise attendue. C'est généralement fait dans le contexte d'un projet. Donc, on a encore ces disciplines qui sont très silotées, qui ont chacun des démarches de transformation. Donc l'ingénierie hardware est peut-être un cas particulier parce qu'elle est très mature sur le sujet, mais l'ensemble des disciplines d'ingénierie a ses propres initiatives de transformation digitale. On voit l'ingénierie système comme étant le point de ralliement, parce que c'est, comme l'a introduit Thomas au tout début, l'ingénierie système est
l'ordonnanceur, l'orchestrateur de toutes les autres ingénieries. Donc effectivement, les activités BSE sont vues comme un point de ralliement et de mise en cohérence. Et néanmoins, on commence aussi à voir une intégration par rapport aux aspects agiles, au processus agile, l'intégration de ces démarches d'ingénierie digitale dans des environnements et des processus agiles. Donc, je vais rentrer un peu plus, illustrer par rapport à ce que nous, Mathworks, on s'est proposé. En fin de compte, cette vision d'ingénierie digitale, on est capable aujourd'hui à peu près de la proposer. Donc, c'est pas le monde idéal, mais on est capable à peu près de la proposer à la contrainte près d'être dans un mono-environnement. On maîtrise tout ce qu'on propose et c'est assez facile de fonctionner entre soi. Donc, on adresse cette problématique, mais à la contrainte d'être mono-environnement. Donc, aujourd'hui, on est capable d'avoir dans un environnement de type Mathworks, d'avoir des modèles d'architecture, de pouvoir lier ça à des analyses statiques, de pouvoir lier ça à des descriptions comportementales ou de performance, des modèles comportementaux de performance, et de pouvoir lier ça également à des requirements, et d'en assurer une cohérence. Slide suivante. On assure aussi ce qu'on appelle le digital thread, une capacité à tracer tous ces éléments, tous ces artefacts d'ingénierie qui ont été élaborés ou rapatriés dans notre environnement, pouvoir les tracer selon une ontologie de données, de sorte à en assurer une cohérence et afin de pouvoir faire des analyses de consistance de cohérence et de pouvoir également mener des analyses d'impact en cas de changement de ou d'introduction d'une nouvelle technologie, etc. Donc ça, ce digital thread aussi. Mais encore une fois, à la limite près d'être dans un environnement. Donc pour adresser ça, on travaille fortement à pouvoir s'intégrer dans un écosystème. Donc on travaille avec les autres éditeurs pour proposer des intégrations fluides avec les PLM, les ALM. On travaille à proposer des ponts avec les outils MBSE, soit SysML, soit Capella. On supporte les standards en termes de représentation des requirements, de sorte à les apporter. Et puis, on supporte aussi, plutôt pour les activités de simulation, là, pour le coup, des imports d'autres modèles ou de la co-simulation avec des standards ou des environnements qui sont largement utilisés. Donc, on travaille vraiment à pouvoir vivre dans un écosystème et avec cette idée en tête à terme de pouvoir faire partie de ce monde de digital engineering. Donc très brièvement, donc pour finir, juste aujourd'hui dans un mono-environnement, en fait, on est capable de supporter ce processus, l'ensemble une grande partie de l'activité d'ingénierie sur le processus de conception et d'en assurer un continuum de simulation en passant progressivement d'un monde complètement virtuel avec des modèles de simulation avec une hybridation du virtuel et du physique vers du physique moins monitoré par le monde virtuel. Également sur les aspects agiles, oui, on va peut-être garder quelques items pour la fin. Voilà. Peut-être passer à la présentation suivante, ou est-ce que tu as encore juste mes key takeaways du coup. Donc simplement. Où là? Okay. Voilà. Donc, alors, parce que j'ai voulu retenir 3 key takeaways qui étaient un peu différents. Je me suis dit qu'on allait tous à peu près avoir les mêmes conclusions. Donc, j'ai voulu prendre donner des messages un peu différents et qui sont néanmoins complémentaires avec ceux qui ont été fournis par les autres intervenants. C'est plutôt comment partir dans cette transformation. D'abord, je pense que là, on a souvent la question combien ça me coûte, parce que ça, c'est la question facile. C'est combien ça coûte les outils, les formations, le temps passé sur ces activités. Et la question la plus difficile à se poser, c'est certainement la plus importante, c'est combien ça peut me rapporter. Et en fait, on a beaucoup de mal à répondre à cette question parce que tout ça, c'est lié à l'analyse de risque.
si on n'a pas une analyse de risque claire sur les projets, on n'est pas capable d'évaluer ce que peut apporter comme gain ces approches-là, parce qu'en fait, ces approches permettent de réduire vos risques. Il faut également avoir une analyse un peu plus large que le simple projet. Il faut vraiment le penser en termes d'impact sur l'organisation et sur l'entreprise. C'est parce que ce que l'on observe, c'est que adopter des pratiques modernes et proposer des environnements modernes d'ingénierie à vos ingénieurs a un impact sur votre capacité d'acquisition de talent et de rétention de talent. Et également, cette structuration de l'ingénierie au travers des modèles permet une bien meilleure transmission du savoir, capitalisation du savoir. Il faut aussi pas considérer ça comme un one shot. C'est-à-dire que c'est un voyage, c'est une transformation. Il faut garder la vue large. Faut pas monitorer à la petite semaine les gains, parce que en fait vous allez avoir au début vous allez avoir un accroissement de vos dépenses, parce qu'il y a cette phase de transformation, d'effort, d'acquisition de compétences, et il faut vraiment voir l'horizon interminaison. Et donc mettre en place une stratégie de transformation incrémentale en identifiant des quick wins. Et dernier key takeaway, c'est parce que souvent quand on commence à s'engager avec des clients, systématiquement, enfin, ce qu'on a tendance à faire, c'est toujours en tant que manager, pour identifier les experts du domaine et mettre les experts sur le sujet. Et en fin de compte, c'est peut-être pas les bonnes personnes, parce que ces experts, ils ont l'habitude, ils conçoivent les systèmes, ils ont l'habitude de leurs outils, ils sont là depuis longtemps. Enfin, généralement, un expert, ça se construit dans le temps. Et puis il y en a peu. Et en fait, cette transformation, vous ne le faites pas pour ces quelques experts, vous le faites pour votre organisation et vous le faites pour votre futur. Donc il faut aussi considérer ce que attend, ce dont a besoin votre nouvelle génération d'ingénieurs. Voilà. Écoute, merci beaucoup Pierre pour cette conclusion. Je pense qu'effectivement, ça fait l'objet de nombreuses questions sur l'apport, les gains et comment les organisations doivent s'approprier aussi toutes ces méthodes et cette transition digitale. Et donc, on va passer maintenant sur le dernier sujet qui est un sujet d'actualité également et qui vient complexifier un petit peu tout ce paysage que chacun de vous avait introduit. C'est l'IA, donc l'introduction de l'IA dans les systèmes et comment aujourd'hui on va prendre en compte cette introduction et quelles pistes on peut déjà identifier. Donc, je laisse la parole à Julien qui va nous faire cette présentation ou tout au moins faire ce zoom et montrer ce qui existe déjà au niveau européen notamment, mais aussi dans nos organisations. Julien, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Mais comme tu l'as précisé, Louis, c'est vrai que la présentation, ça va plutôt être des pointeurs vers ce qui existe pour que vous puissiez vous-même aussi vous faire une idée de ce qui existe sur l'application d'IA dans des systèmes critiques. Et de voir, du coup, ça c'est la partie vraiment contexte, et de voir par rapport au thème d'aujourd'hui, comment l'ingénierie système et en plus particulier le model-based peut aider dans la conception de systèmes embarquants de l'IA. Donc, par rapport au périmètre Aerospace Valley, je vais commencer déjà par le périmètre aéronautique, où l'autorité de certification, donc l'EASA, travaille fortement sur ce sujet, directement de son côté et avec d'autres organismes comme l'EUROCAE et le SAE, qui du coup, via le Working Group 114, travaillent fortement pour déjà définir le cadre de certification et déjà des grands principes pour ces systèmes intégrants de l'intelligence artificielle. Donc un peu comme ce qui existe dans l'automobile, on a 5 niveaux d'autonomie. Là, l'EASA définit des différents niveaux d'autonomie, puisque finalement, l'intelligence artificielle, elle est surtout là pour donner de l'autonomie au système. Donc on voit que là, il y a plusieurs niveaux avec même des sous-niveaux, et qu'à chaque fois, c'est souvent l'interaction entre l'homme et cette intelligence artificielle qui va faire ces différents degrés d'autonomie.
Et dans cette interaction, c'est le rapport au temps qui est aussi très important. Et donc, est-ce que l'humain va avoir le temps de surveiller ce que fait l'IA ou pas? Et donc, voilà, dans quelle collaboration on est. Donc ça, c'est le gros, on va dire, panel de ce que fait l'EASA sur ce sujet-là. Slide suivant. Voilà. Donc, par rapport à ces grands niveaux, ils ont donné aussi des dates à partir desquelles ils pensent que ces systèmes peuvent être intégrés, soit dans l'espace aérien ou dans les systèmes existants. Donc, on voit que dès 2025, des systèmes de niveau faible autonomie, comme de l'assistance du coup au pilote pour par exemple faire de l'atterrissage, pourraient déjà rentrer en service en 2025. Alors que plus on augmente l'autonomie et donc le degré d'intelligence artificielle, plus les horizons sont lointains. On voit quand même que 2035, pour des opérations spéciales, donc ne transportant pas de passagers, c'est relativement bientôt. Par contre, sur tout ce qui est taxi volant, etc., de manière autonome, là, l'EASA est un peu plus prudent et parle plutôt de 2050 et plus loin. Donc sur quoi reposent finalement ces travaux de l'EASA? Déjà, ils partent de ce qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire la partie assurance software et hardware. Donc là, je parle par le bas, en fait, donc qui est vraiment le plus bas niveau, où là, finalement, il y a peu de changements par rapport à l'introduction d'IA dans ces systèmes. Ensuite, il y a les composants IA eux-mêmes, où là, il y a vraiment des techniques nouvelles à apporter pour avoir les garanties nécessaires pour l'inclure dans les systèmes critiques. Et enfin, même au niveau système, on doit aussi faire des modifications, que ce soit dans la spécification des systèmes ou dans leur validation, pour intégrer des systèmes qui ont en partie cette IA. Donc voilà un peu les grands concepts que donne l'EASA de son côté. Et on va voir que finalement, côté ESA, d'un point de vue spatial, une approche qui est assez similaire, même si les roadmaps sont donnés un peu de manière différente. Mais donc côté spatial, on peut trouver sur le site de l'ESA leur roadmap avec différentes catégories. Donc eux se focalisent beaucoup sur la partie opération finalement, et donc de maximiser finalement l'utilisation des satellites, notamment sur la partie observation de la Terre, et donc de voir comment ils vont gagner en diagnostic ou en prévision de santé du satellite pour derrière se reconfigurer et obtenir une meilleure opération du satellite. Je cite là par exemple aussi un projet qui a eu à l'IRT Saint-Exupéry, donc où il y a déjà finalement des satellites de l'ESA, de tests finalement, qui permettent d'embarquer de l'intelligence artificielle à bord des satellites. Donc ça, c'est déjà une réalité et ça permet d'avoir finalement un terrain de jeu de taille réelle pour voir les spécificités de l'IA embarquée et de voir les opportunités et les risques de ces différentes solutions. Donc ça, c'est vraiment le contexte d'un point de vue EASA et ESA. Mais du coup, il y a différents projets de recherche qui travaillent sur ces sujets, système critique intégrant de l'IA. Donc j'en cite deux où l'IRT Saint-Exupéry du coup est partenaire. DIL, donc qui est maintenant aussi rattaché au 3IA Anity, où là il y a eu un livre blanc qui est sorti justement sur la partie certification de système et spécifiquement sur la partie machine learning. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais bon, l'IA, il y a différentes familles d'IA. Là, ce qui a le buzz un peu en ce moment, c'est l'aspect machine learning. Donc c'est vrai que c'est les premiers systèmes, premiers types d'IA qui vont être considérés pour ces usages de systèmes critiques. Donc Projet DIL qui a fait ce papier blanc, du coup, qui va rapprocher justement les approches classiques, notamment même aussi d'un point de vue sûreté de fonctionnement, avec les approches aussi probabilistes qu'il peut y avoir côté machine learning, et donc de voir finalement comment les deux mondes peuvent se parler
et les actions à mettre en place pour converger vers des systèmes qu'on juge critiques. Ça montre un peu la marche encore qui est haute. L'autre programme, Confiance.ai, donc piloté par l'IRT Systemix, dans lequel l'IRT Systemix contribue également, où là, on va regarder justement l'ensemble des processus, que ce soit si vous vous rappelez, les 3 couches que proposait l'EASA, on est vraiment sur les 2 couches les plus hautes. Donc, c'est quelles sont les modifications de processus à effectuer, tant au niveau ingénierie système qu'au niveau ingénierie ML, pour garantir finalement une certaine confiance dans cette IA qui va être intégrée dans des systèmes critiques. Donc ça, c'est 2 documents, je vous ai mis les liens, ils sont disponibles et ça permet quand même d'avoir déjà une bonne vision de l'ensemble des activités à faire et de l'acculturation qu'il y a à faire, puisque actuellement, on a quand même des gens d'ingénieurs système qui connaissent finalement peu l'intelligence artificielle et inversement, des gens d'intelligence artificielle qui connaissent peu le développement de systèmes complexes. Et donc là, il y a une vraie acculturation et donc via ces projets collaboratifs, de nombreux partenaires industriels, ça permet de passer cette phase d'acculturation et d'avancer vraiment dans le même sens tous ensemble. Autre exemple de projet, donc là un projet européen, pareil, toujours basé sur les guides de l'EASA. Et on voit quand même c'est des projets avec des budgets assez importants. Et j'ai sélectionné ce projet à la fois parce qu'il avait été présenté à l'EASA intelligence artificielle, la journée intelligence artificielle, mais aussi pour montrer que finalement le consortium c'est assez franco-français. Et donc c'était pour montrer que la France est quand même un bon impact sur ces sujets-là et sur la manière dont ça va être orienté dans le futur. Là, on voit Airbus Protect, le LNE, le Laboratoire National d'Essai, et Numalis, donc une petite start-up sur le sujet IA. Donc voilà, je pense qu'on a un bel écosystème en France pour traiter ces problématiques-là et je trouvais ça important à mentionner. Donc maintenant, quand le panorama est un peu posé, pourquoi on se dit que l'ingénierie système et encore plus le basé modèle peut aider. Donc là, je vous affiche les challenges perçus par Airbus pour faire de l'IA certifiable. Donc, je ne vais pas me focaliser beaucoup sur les petites pâquerettes, on va dire, bleues, puisque ce sont vraiment les domaines spécifiques à l'IA. Même si celle qui est un peu vers le haut, donc sur l'ODD, va intéresser mon attention, puisque ça va justement être pour moi un des éléments sur lequel l'ingénierie système va pouvoir aider. L'autre point sur lequel on va aider, en fait, on va remonter l'axe sur un axe vertical à partir de cette ODD. Il y a la partie explicabilité. Alors, explicabilité, bizarrement, moi, je le mets au regard de la description du comportement. Et on verra un peu plus tard pourquoi je fais ce lien. Et enfin, sur la partie safety, l'ingénierie système et l'ingénierie sûreté de fonctionnement, c'est très lié. Et on voit aussi finalement que par rapport à l'ensemble du cycle de vie, l'ingénierie système avec les processus transverses comme la gestion de configuration, la gestion de changement, etc., elle va aider aussi à positionner l'ensemble de ces artefacts, de voir comment ça va évoluer dans le temps du cycle de vie complet de l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Je me focalisais plutôt sur l'ODD et la description du comportement. Donc l'ODD, c'est quoi? Globalement, je vais déjà commencer par la petite photo en bas à droite. Donc là, vous voyez, c'est un exemple plutôt automobile. Plein soleil de face, on croise une voiture, il y a un skieur au milieu de la route. Bon, bref, c'est assez atypique comme situation. Néanmoins, c'est des situations auxquelles un confronté et du coup, un véhicule autonome peut également être confronté. Et donc, l'ODD, finalement, ça va être de décrire cet environnement et de décrire des environnements qu'on juge finalement complètement normaux, des environnements dans lesquels
on peut continuer à travailler et on pense que c'est tout à fait normal de continuer à travailler dans cette zone d'environnement. Ensuite, la troisième zone, c'est finalement plutôt une zone où bon, on est plutôt en limite, mais on continue quand même à fonctionner. Et après, au-delà de cette limite, donc qui couvre la limite de l'ODD, là, normalement, notre système, il ne fonctionne plus et donc il va faire des erreurs. Et donc, pour des systèmes critiques, c'est finalement ce qu'on veut éviter. Et donc, on comprend bien l'intérêt de bien définir cet ODD pour, après, derrière, être en capacité de le monitorer, de savoir finalement en temps réel est-ce qu'on est dans cette borne ou pas, pour mettre derrière le système en sécurité si on sort de cet ODD. Donc derrière, du coup, cet ODD, comment on va le décrire? On se rend compte qu'au niveau de l'EASA, on dit qu'il faut décrire des concepts opérationnels et définir correctement le système. Par rapport aux précédentes présentations, vous avez vu que c'est vraiment l'enjeu aussi de l'ingénierie système et du model-based. Donc, ça tombe bien, on va, grâce à l'ingénierie système et au model-based, on va pouvoir décrire ces scénarios et décrire le système qui permet de répondre à ces scénarios. Ensuite, du coup, oui, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc ça, je l'évoquais tout à l'heure, c'est des cas en fait un peu limites. Et donc, comment on va décrire ces cas limites? On va voir qu'il y a différents cas. On va vouloir décrire vraiment, typiquement la photo que j'ai montrée, c'est vraiment ce qu'on appelle une scène, donc vraiment un instant donné. Et des fois, c'est plutôt un scénario, donc c'est plutôt un enchaînement d'événements qui va nous donner ce cas-là limite. On voit aussi que là, sur la photo que je montrais tout à l'heure, il y avait le soleil qu'on avait de face. Donc, on a toutes les conditions météo. Là, typiquement, je prends l'exemple de l'automobile, entre niveau 4 et niveau 5, c'est justement un facteur important de dire c'est dans toutes les conditions environnementales qu'on est capable de faire. Et après, il y a l'aspect forcément technologique qui permet de faire ces captures de cet environnement qui va jouer. Donc, on voit bien que finalement, il y a différents paramètres qu'on va devoir capturer pour caractériser cette ODD. Et donc, ça va être très important de capturer tout ça. Donc, sur la partie description comportementale, donc là, sur des systèmes qui intègrent de l'IA, bien sûr, l'idée n'est pas de décrire le comportement de l'IA, sinon on ferait une approche classique. Par contre, sur l'aspect explicabilité, et on a vu également que l'importance de l'interaction homme-machine, en fait, c'est plutôt cette interaction homme-machine où je pense que l'ingénierie système dirigée par les modèles peut avoir son rôle. Et donc, ça va nous permettre, là, je vous mets différentes représentations données par différents papiers sur justement l'intégration de ces interactions homme-humain dans les modèles. Donc, on va pouvoir finalement utiliser à la fois du statique, donc vraiment des caractéristiques, des paramètres pour caractériser la relation homme-machine, mais aussi tout le comportement qu'on va pouvoir modéliser pour clarifier cette interaction entre l'homme et la machine, qui est un point très important. Et donc, sur la partie explicabilité, on va justement identifier différents types d'utilisateurs, différents scénarios, dans lesquels on va devoir fournir des explications différentes. Et donc ça, c'est très bien de le capturer dans un modèle d'ingénierie système. Voilà, je pense que c'est déjà un beau panorama de comment on peut utiliser l'ingénierie système dirigée par les modèles. Alors c'est vraiment, là je suis en surface, mais parce qu'il y a beaucoup de travaux de recherche. Donc là, confiance.ai est encore en cours de recherche, notamment sur ces sujets d'interaction homme-machine, notamment sur ces sujets des spécifications de l'ODD et de monitoring de l'ODD. Ça reste des sujets de recherche en cours. Et donc, je vous invite à aller voir ces différents projets pour avoir un peu plus d'informations sur ce sujet. Merci Julien. Donc on va passer maintenant à la séquence de questions-réponses. On voit effectivement tous ces sujets avec leur complexité, hein, donc dans les différentes dimensions que vous avez présentées. Pour rester sur la dernière présentation de Julien, une question qui a été posée et que je vais tout de suite prendre, c'est concernant donc l'ODD.
Donc, je la lis. Donc, par rapport à l'ODD, quand on prépare le train dataset ou test dataset, quelle distribution adopter sur le spectre du domaine? Est-ce que c'est une voilà, est-ce que tu peux apporter un éclairage sur cet aspect, Julien? Bah, c'est sûr que on parlait des cas limites, donc normalement c'est des cas qu'on voit peu souvent. Et donc la question c'est de savoir finalement est-ce que on doit surreprésenter ces cas limites dans l'entraînement côté IA ou pas. Alors moi je suis pas du tout expert IA, donc je suis assez mal positionné pour répondre à la question. Néanmoins, je pense que justement dans les travaux de confiance AI, il y a des éléments de réponse sur les jeux de données à utiliser et donc la distribution de ces cas limites par rapport au jeu de données. Parce que derrière, il y a tous les enjeux de robustesse et de généralisation. Et là, ouais, clairement, ça dépasse. Je suis plutôt du silo ingénierie système que du silo intelligence artificielle. Et là, c'est vrai que c'est une question très intelligence artificielle. Et je sais que c'est des sujets qui sont dans confiance.ai et qui sont traités. Donc, j'encourage la personne qui a posé cette question à aller voir les travaux de confiance. Oui, et puis on te remercie pour avoir mis les liens. Effectivement, ça permettra à chacun de pouvoir s'y référer. Mais dans tous les cas, le dataset, comme on l'a introduit précédemment, c'est quand même la donnée, et on l'a entendu plusieurs fois dans vos présentations, comme étant finalement la base de l'ingénierie qui va être ensuite déroulée sur une modélisation, sur un processus et des méthodes que vous avez présentées. Là, Une encore autre. plus, hein, parce que finalement, dans l'approche classique, c'est la data en effet, mais là, sur l'approche IA, comme c'est la donnée qui va permettre finalement de déduire le comportement que devra avoir le système, ça a un impact encore plus important dans le cadre d'un système qui embarque de l'IA. Et du coup, c'est là où je parlais de processus transverses comme la gestion de configuration, et donc gérer la configuration proprement de ces données d'entraînement qui ne sont pas les mêmes que les données justement de validation, etc. C'est très important de faire une gestion de configuration sur ces données d'entraînement côté IA. J'espère que ça répond à la question. Et puis, effectivement, pour celui qui a posé la question sur le dataset, hein, donc n'hésitez pas à rejoindre ou à poser ces questions au travers des différents organes qui instruisent et qui étudient ces questions. Une autre question porte sur l'appréhension par l'entreprise de l'approche MBSE. Et donc, plutôt sur les. Alors là, effectivement, on voit la complexité et certains l'ont introduit sur l'acceptation ou l'acceptation du changement, l'organisation, le fait que le management soit impliqué aussi dans le déploiement en fait de ces solutions. Là, la question, c'est plutôt pour les petites entreprises et les startups. Est-ce que quelqu'un peut apporter son expérience sur finalement comment déployer le MBSE dans ces entités qui sont effectivement plus petites, qui ont peut-être moins de moyens aussi? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a une approche et des recommandations à faire sur cet axe-là? Je pense que je vais pouvoir répondre pour une PME en tout cas. En fait, alors, donc c'est Benjamin, qui oui, répond. c'est Benjamin de Spheria. La chance que nous on a eue, c'est que moi j'étais déjà formé à un BSE quand j'ai rejoint Spheria. N'empêche que ça nous a pas empêché de se faire accompagner pour au moins définir certaines stratégies. Et ensuite, le plus délicat, c'est de trouver le bon projet. Projet trop petit, en fait, on va avoir la conclusion que ça coûte trop cher pour finalement pas grand-chose. Projet trop grand, on va se rendre compte que c'est trop compliqué et qu'on s'est planté. Donc, faut trouver le bon projet et c'est ça qui est le plus difficile. Et c'est là où finalement se faire accompagner. Il y a tout un tas un écosystème de personnes très qualifiées qui savent faire ça, qui sont en capacité à aider
ces petites structures à trouver la bonne taille et à accompagner ces personnes-là, que ce soit en formation ou en consulting, pour venir leur montrer la plus-value sur un projet de taille adaptée. D'accord, donc rien n'est possible, mais à adapter donc à définir au départ avec certainement le soutien C'est le plus important. En gros, il faut vraiment se fixer des objectifs, trouver les bonnes métriques et surtout pas uniquement se baser sur le coût où ça revient trop cher. Mais il faut après vraiment étendre. Les métriques qu'a montré Stéphane sont hyper intéressantes. Il n'y a pas que le coût, mais qu'est-ce que j'y gagne en partage, en compétences. Est-ce que d'ailleurs je peux automatiser? Donc il y a de la génération automatique de documents, de codes. Il y a tout un tas de choses à avoir et peut-être que le surcoût qui va être initial sur le premier ou les premiers projets, derrière il sera plus là parce que les personnes sont formées, on connaît les méthodes et on a des gains. Là, si je peux me permettre un complément de réponse, on note, enfin, spécifiquement pour les startups, parce que je pense que les enjeux des startups sont un peu différents de ceux des PME, des ETI, des grands groupes, parce que les startups sont aussi très liées à leur capacité de lever des fonds. Et pour lever des fonds, il faut démontrer des choses. Et donc, je vais prendre le point en simulation, c'est que nous, on accompagne pas mal de startups parce qu'on a un programme dédié aux startups qui leur facilite l'accès. Et en fait, être en mesure de concevoir leur solution directement dans des environnements de simulation et avoir cette progressivité pour aller jusqu'à du matériel avec le hardware in the loop et ainsi de suite. En fait, la startup est en mesure à tout moment de démontrer à ses investisseurs ses avancées et pour être en mesure de lever des fonds. Donc, je pense qu'il y a un intérêt vraiment certain aux startups de considérer ça. C'est Thomas qui prenait la parole là? Non, excuse-moi, c'était Pierre. Ah, c'était Pierre, d'accord. Désolé. Activez bien vos vidéos pour qu'on puisse vous voir à l'écran. Pas de souci. Écoutez, donc merci pour ces premières réponses, mais je pense qu'on pourra poursuivre à l'occasion d'autres événements sur cette question de l'accompagnement, la structuration et la manière d'aborder l'approche MBSE. Une autre question qui a été posée concerne justement le cycle en V. Donc, il était évoqué le fait que donc on avait peut-être plus d'itérations. Et donc, la question, justement, c'est comment éviter le cycle en V? Et donc, est-ce que c'est vraiment un évitement ou est-ce que finalement, on ne fait que l'appréhender en fait dans la méthode? Je peux essayer de prendre la question ou... Enfin, moi, j'ai peut-être un élément de réponse. Je sais pas. Moi, je pense que effectivement, enfin, l'idée, en fait, le cycle en V, c'est, enfin, en tout cas pour les grands groupes, c'est régi par les processus de l'entreprise. Donc, il faut modifier ça en profondeur. Néanmoins, ces approches-là de modélisation permettent, comme j'ai pu le faire, puis comme les autres présentations l'ont montré, de quelque part suivre. De toute façon, à un moment donné, il faut spécifier, enfin, il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut le spécifier, il faut le développer, il faut l'intégrer, il faut le valider. Après, ça prend un V, ça prend une ligne droite, peu importe la forme, mais à un moment donné, il faudra tout ça. Mais par contre, effectivement, ce qui est admis, c'est que c'est très itératif parce que, effectivement, il faut consolider ce qu'on fait. Et puis, l'enjeu, c'est avant de passer à l'étape suivante, d'être sûr qu'on ne s'est pas trop planté. Et donc, on itère comme ça. Donc, je ne sais pas si ça remet en cause le cycle en V ou pas. Est-ce que le cycle en V a déjà existé à un moment donné? Réellement, je ne sais pas non plus. Moi, si on ajoute à ça la partie simulation, je dirais, en fait, on met les deux barres du V en parallèle et on fait de la conception et de la validation en même temps grâce à la simulation. Donc, moi, je présente ça. Et puis, si on considère un cycle en V maintenant avec le concept de Digital Twin, il faut imaginer plutôt une racine carrée. On va prendre cette réponse en attendant peut-être le complément de Thomas. Sinon, donc, une autre question qui est posée concernant la complexité même des modèles, c'est donc la conception 100% MBSE, est-ce possible, est-ce réaliste pour des modèles qui représentent plus de 5000 éléments
fonctionnel? Est-ce que c'est est-ce que c'est encore du domaine de la maîtrise et enfin comment apporter cette maîtrise? Et j'ajouterais peut-être en complément, est-ce qu'on peut aussi utiliser l'IA pour la génération des modèles à partir du jeu de données et des différentes caractéristiques d'entrée et des métiers concernés? Alors, Stéphane, là, je ne peux pas activer ma caméra pour le coup. Je vais répondre à la première partie de la question. Est-ce que c'est faisable avec la taille, avec la complexité des systèmes qu'on doit faire? Personnellement, j'ai pas de doute. La question, elle est plutôt dans l'autre sens. Si je me pose des questions sur le fait de mettre 5000 éléments dans un modèle, c'est quoi l'alternative? Où est-ce que je les mets, les 5000 éléments, s'ils sont pas dans un modèle, s'ils sont pas dans une base de données structurée, exploitable, sur laquelle on peut s'appuyer? Où est-ce qu'ils sont répartis? Ils disparaissent pas. Le système, il devient pas plus simple parce qu'on fait pas de MBSE. Oui, tu le prends à l'inverse, c'est-à-dire par opposition, c'est comment garantir la complétude de la définition et de la vérification. Oui, mais pour compléter, Stéphane, en effet, on a dans plusieurs présentations, on a parlé de sources de vérité, qu'elles soient centralisées, distribuées, mais en tout cas, on avait besoin d'une source. Et du coup de continuité entre les différents métiers, parce que finalement l'ingénierie système fait le lien avec pas mal de métiers. Donc en effet, je pense que plus le système est complexe et donc plus il y a d'éléments de modèle, plus c'est intéressant d'utiliser les modèles, et les outils sont de plus en plus quand même adaptés à ça. Par rapport à la deuxième partie de la question que tu posais, Louis, sur la partie génération de modèles à partir d'intelligence artificielle, c'est quelque chose que je n'ai pas en effet évoqué, mais sur la partie justement validation de systèmes intégrant de l'IA, se pose la question justement de toutes ces scènes, etc. Et là, on voit de plus en plus l'utilisation d'intelligence artificielle pour aussi générer des scènes finalement très diverses, très variées, et éviter que une voiture parcourt des millions de kilomètres pour justement retrouver ces phénomènes. Donc là, on a vraiment de la génération d'environnements synthétiques, de simulation et d'environnement. Donc plus sur ces sujets finalement notamment de perception 3D. Après, utiliser l'IA pour générer les modèles, là c'est encore des modèles de conception, c'est encore un autre sujet, et je pense que c'est mais les choses avançant vite, je pense qu'on va être surpris, mais ça va certainement être la prochaine génération chez Mathworks de solutions intégrées dans les outils. Là, je pense pas, ouais. Peut-être parce que la question est intéressante. Parce que, en fait, surtout dans le domaine de l'aérospatial, il y a des problématiques de certification. En fait, si on utilise des agents pour concevoir, et on se rapporter à la 278 par exemple, les principes, c'est que si on automatise une phase de conception, il faut mettre en place des éléments de vérification de ce qui a été conçu. Et donc, après, c'est pas impossible qu'un jour on ait des solutions qui génèrent automatiquement. D'ailleurs, il y a eu des présentations de Airbus ou d'autres compagnies qui commencent à jouer avec ça. Donc, d'avoir des agents intelligents qui conçoivent des éléments de conception, qui génèrent des éléments de conception. Mais dans ce cas-là, il va falloir mettre en place des stratégies de revue de ce qui a été conçu pour vérifier et qu'est-ce qui est le plus pertinent en termes d'efficacité. Qui aime reprendre un code qui a été développé par quelqu'un d'autre et après on veut le refaire. C'est l'objet d'une question, hein, justement. Attends, Louis, peut-être, je voudrais. Ouais, quoique, non, vas-y, je reviendrai après. Je voulais revenir sur l'histoire des 5000 éléments et tempérer un peu ma réponse. On te donne la parole juste après. Juste par rapport à cette question de certification, c'est justement l'objet d'une question qui est posée ici. C'est finalement quels sont les crédits de toutes ces méthodes vis-à-vis de l'autorité de certification. Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience sur ce sujet? Et donc, voilà, quelles sont les recommandations que vous feriez sur le sujet? Pour l'instant, nous on n'en a pas eu.
Par contre, autant en aéronautique, les crédits de certification, ils sont basés sur des analyses de safety. Et donc, on s'éloigne un peu du MBSE strict. Après, si on parle de continuité numérique, et donc du coup, d'une certaine passerelle entre le MBSE et le MBSA, en fait, on vient apporter plus de rigueur et de cohérence, mais en soi, le MBSE va pas apporter des crédits directement. D'accord. Mais derrière certification, mais par rapport à un MINEF compliant comme la RP 4754A, qui va demander différents moyens de validation, et donc pour des DAL A, par exemple 2 moyens de validation sur des exigences, là, le model based system engineering peut servir Oui. Et donc, dans ce cadre-là, les artefacts de modélisation, qu'ils soient structurels ou comportementaux, peuvent servir à obtenir du crédit et donc faire des activités de validation sur des exigences, des exigences du système ou de l'architecture. Ça, c'est complètement possible. Et après, pour rejoindre ce que disait Benjamin sur la partie sûreté de fonctionnement, là, il y a côté RP 4761A, il y a une nouvelle annexe sur le MBSA pour justement autoriser et décrire un peu plus l'utilisation de l'approche MBSA et notamment la propagation de panne en tant que méthode autorisée au même titre que les armes de panne ou des réseaux de pétri. Et donc, notamment déployé par Dassault Aviation. Et donc, maintenant, c'est reconnu au niveau de l'ARP comme un moyen de concours d'études pour les activités de sûreté de fonctionnement. Merci pour cet éclairage. On va retenir ce sujet, de toute façon, pour un prochain événement. Avant de passer la parole à Stéphane, qui voulait revenir sur la question de la complexité des modèles, je vous demanderai, en fait, pour les participants, avant de clore cette session, de nous faire un retour sur l'intérêt ou pas de cet événement que vous a proposé aujourd'hui, sur l'intérêt du déploiement de la méthode dans vos services. Ça, c'est important pour nous, vous situer en tant que participant dans finalement l'appropriation de cette méthode et comment on pourra vous accompagner par la suite. Et deuxième question, c'est mettre aussi dans le retour de chat l'intérêt que vous avez eu sur le webinaire, donc sur un critère de 1 à 5, 1 étant le peu d'intérêt et 5 étant la pertinence. Merci encore pour vos contributions. Stéphane, un dernier mot peut-être sur le sujet. Oui, non, juste sur les 5000, sur l'idée des 5000 éléments dans un modèle. Est-ce que je suis convaincu que si on a 5000 éléments à gérer, il faut qu'ils soient dans un modèle? Oui, à 100%. Maintenant, si on est totalement honnête, les outils de modélisation aujourd'hui ne sont pas très bons. Ils sont pas très adaptés à gérer 5000 éléments. Le paradigme basé sur des diagrammes qu'on doit mettre en forme, qu'on doit créer, tout ça, c'est un frein absolu au MBSE. Donc, il y a des nouveaux paradigmes à trouver pour rentrer l'information, exploiter l'information qui passe autrement que par créer manuellement des diagrammes à la 6ML ou à la Capella, et peu importe. Mais globalement, mon sentiment est que les outils ont besoin de s'améliorer. Et peut-être que bien aura un droit rôle de à jouer réponse. Voilà. Non, mais pour avoir contribué énormément dans les 15 dernières années ou 20 dernières années au développement de Capella, je pense que voilà, je suis relativement bien placé pour ne pas faire des procès d'intention, quoi. Je me mets dans le lot. Oui, d'accord, je comprends. Et effectivement, la complexité par elle-même requiert effectivement une démarche et une approche, et les outils doivent effectivement apporter une aide et la plus optimale possible, mais c'est là où peut-être que de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens pourraient demain émerger pour aider. Où ta question sur l'IA, mais non pas pour concevoir, mais pour aider à la conception, comme assistance, par exemple, pour vérifier la cohérence, pour vérifier la consistance, pour regarder si on n'est pas en train de concevoir un composant qui ressemble à quelque chose qui a déjà été modélisé, enfin, déjà, et donc dire attention, là, tu es en train de refaire un truc qui a peut-être déjà été fait, vérifie. Peut-être juste poser une question et généralement un diagramme qui représente tel point d'intérêt de mon système.
et que le diagramme se mette en forme. Donc là, pour le coup, il y a comme un assistant à la conception, un assistant à la compréhension du système. Ça, je pense que ça a beaucoup plus de chances d'aboutir et d'être vraiment utilisé et d'apporter une valeur plutôt que l'IA vraiment pour concevoir automatiquement. Alors, fort de ce que vous venez de dire, et on va conclure là-dessus le Café Techno. Hein. Merci encore à tous là, pour votre participation et vos interventions. Ça pourrait faire l'objet, peut-être aussi, d'un projet d'étude donc on pourrait proposer notamment aux grands donneurs d'ordre que sont les ASA et l'ESA, sur justement peut-être des outils nouveaux, nouvelle génération d'outils. Et donc peut-être que c'est une réflexion qu'on pourrait avoir au sein du groupe. Hein. C'est qu'est-ce qui pourrait être proposé en fait au titre de la transformation numérique de nos entités et sur ce domaine de la complexité des systèmes embarqués en particulier. Je pense qu'on pourrait se reposer cette question-là et je vous propose de clore la séquence sur ce sujet. Donc une question ouverte et donc encore peut-être d'autres interventions et puis d'autres sujets. On refera un dépouillement des questions qui ont été posées sur le chat et on vous proposera donc à tous les participants donc de peut-être des sessions complémentaires à suivre en présentiel peut-être. Merci à tous. Au revoir. Et Merci. Bonne fin de journée, bonne continuation sur vos projets. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.